Sélectionneur. Son nom, Nibombé Daré, nommé par la Fédération togolaise de football. L'annonce a été faite par le président de la FTF en conférence de presse lundi dernier. Alors, l'ancien défenseur international de l'équipe nationale a-t-il l'étoffe nécessaire pour la qualification du Togo à la CAN 2025 et à la Coupe du Monde 2026 de football? C'est l'interrogation qui alimente les débats depuis quelques jours au sein du public sportif togolais. Avec moi en studio pour en parler, Prosper Agboklou. Il est analyste et journaliste sportif. Vous aussi qui nous écoutez, vous pourrez participer au débat au travers du 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Bienvenue dans le débat de Nana FM. Prosper Agboklou, bonjour. Bonjour Emile. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est un plaisir que vous fassiez un clin d'œil à un confrère. Je pense quand même que c'est un signe d'amitié qui doit être salué. Alors, comme je l'ai annoncé, nous parlons essentiellement de football. Et d'entrée de jeu, quelle est la forme actuelle de la sélection nationale de football? Bon, vous savez, notre sélection, les éperviers du Togo, traverse depuis un certain nombre d'années des difficultés énormes dans sa conception, dans la logique même de la pratique du football. Et on a tendance à croire que on n'a pas nous-mêmes, je dirais, une philosophie de jeu. Et on est obligé à chaque fois d'aller la chercher un peu partout en recrutant des entraîneurs expatriés, à l'exception de Gottlieb Gueler qui était dans les années 70-80, de Stéphane Keshi qui est passé entre-temps, et de Didier Six tout récemment pratiquement. On peut dire que on est sans identité. Le football togolais est sans identité. Et récemment, avec Paulo Duarte qui a succédé à Claude Leroy, la problématique continue et persiste parce que Claude Leroy a fait 5 ans sans rien mettre sur place. Duarte est venu le succéder. Il est venu apporter ce qu'il peut en cherchant vraiment à corroborer, à donner une image à ce football, mais on est toujours sur place. Les autres partent, on est là. La raison, plutôt la conséquence, c'est qu'on n'était pas aux 3 dernières CAN. Et subitement, on est éliminé. Oui, justement, le Togo a manqué les 3 dernières éditions de la CAN 2019, 2021 et 2023. Oui, voilà. Alors, c'est quoi les raisons? Non, oui, c'est d'abord, vous savez, la pratique du football fait partie aussi des décisions politiques, en fait, du sport en général. Maintenant, nous, on se pose la question, quel est l'objectif toujours assigné à nos fédérations sportives? Si nous prenons le cas du football, on a pratiquement l'intention de croire que on manque donc d'objectivité, on manque subitement donc de programmation, de projet et à court et à long terme. Donc pour moi, le déficit donc de formation des encadreurs, des viviers et le financement du sport reste donc le parent pauvre. Donc à cette allure, il y a un renouvellement des valeurs qui surgit au niveau du football, enfin du sport international. Les pays qui avant nous faisaient rire, c'est-à-dire qu'on croit minimes, petits, en matière de football, nous ont quasiment dépassés. Le cas du Cap-Vert, par exemple. Le Cap-Vert est parti, le Madagascar était à la CAN, excusez-moi. Voilà, la Mauritanie, nos frères du Bénin, sans oublier des petits pays qui arrivent
a émergé, a donné la pleine mesure dans les qualifications et dans les compétitions. Vous avez vu là qu'en 2023, aucune nation n'a été ridicule. Mais dit-on, parce qu'ils ont mis en place une politique de progression qui a permis donc de donner la latitude à toutes les structures d'évoluer. Donc pour nous, on a tendance à croire que ces facteurs que je viens de citer tout à l'heure, le manque d'objectivité, le manque de formation des encadreurs et des joueurs, et puis le manque de financement reste donc à la base. Même si ces derniers temps, au passage de Claude Leroy, on fait les matchs amicaux, on a tout simplement focalisé cette préparation-là sur des joueurs binationaux et qui n'ont pas nos réalités, qui ne sont pas souvent nés ici, qui ont vécu ailleurs, qui ont la culture d'ailleurs, qui n'ont pas le sens du patriotisme. Et ça, je crois quand même que si on ne se base pas sur ces aspects, la cause en est, on n'était pas aux 3 dernières CAN et subitement, on se dit, bon, à qui la faute? La question est là. Moi, je crois qu'au manque de politique de développement sportif. Alors, après Claude Leroy, Paulo Duarte a repris la sélection en main, mais visiblement, les résultats n'ont pas suivi. Alors, quelles ont été, selon vous, les forces et les faiblesses de l'entraîneur portugais à la tête des éperviers? Vous savez, le ventre mou de notre problème, de nos problèmes, exactement, se situe dans les, je dirais tout simplement, dans l'enrôlement de ces techniciens. Jamais vous n'allez voir dans la publication des recrutements les clauses des contrats. Qu'est-ce qu'on a demandé réellement à celui-là de venir faire? Tout est caché. Il y a de l'omerta totale sur ce qui doit se faire. Quand vous vous prononcez en tant que homme de médias ou observateur, les gens politisent ça rapidement. Or, le devoir régalien, le devoir de l'État, c'est de développer tous les secteurs. Vous voyez à peu près. Mais quand Paulo Duarte est arrivé, on dit souvent chez nous, est-ce qu'il y avait déjà le Kokwa pour Biyeyaro? C'est ça la question, de savoir si Paulo Duarte était venu pour continuer un travail. Souvent, quand on va un peu dans la philosophie de cet adage, quand on analyse cet adage, on se dit que peut-être que c'est parce que l'ancien n'est pas trop fort. Si on met la nouvelle corde, ça peut se couper, dilacérer quelque part. Maintenant, ce qui me dit tout simplement que quand Duarte est arrivé, il n'y avait pas d'ossature. Il fallait recommencer. L'ossature sur laquelle il a tablé la composition, petit à petit, a commencé par s'effriter. Raison pour laquelle vous allez voir, Romao est encore en équipe nationale à 40 ans. Il est encore là, en équipe nationale. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui... Parce qu'on n'a pas trouvé de remplaçant. De remplaçant en tant que tel. Parce qu'une équipe, ce n'est pas forcément parce que les joueurs jouent à l'extérieur dans des clubs très huppés qu'il faut croire qu'on a une équipe. On a un armada de bons joueurs, mais on n'a pas une équipe. Parce qu'une équipe, c'est la cohésion. C'est le dynamisme tactique qui permet à ce que l'équipe fonctionne. Maintenant, quand Duarte est arrivé, il a commencé lui aussi par construire. Or, pour nous, en tant qu'analystes, dire qu'on est en train de reconstruire en équipe nationale, c'est un terme pour moi, un déphasage par rapport à la conception même de ce sport-là, enfin du sport. Parce qu'il faut avoir les meilleurs éléments du moment. Maintenant, la question de savoir, est-ce que nous avons beaucoup de meilleurs éléments, même si on doit aller chercher à l'extérieur? Est-ce que nous avons beaucoup de meilleurs éléments? Non, parce que la majorité de nos joueurs sont dans de petites équipes. Excusez-moi le terme. Nous ne sommes pas en train de les rabaisser, mais ils sont dans de petites équipes. Vous allez, on amène un joueur qui joue en 4e division au Portugal, en France, quelque part là, alors que la 4e division,
c'est pratiquement, on dira, pas un grand club, donc inconnu. Mais la faute à qui? Pourquoi est-ce que dans les autres pays, on a des joueurs qui se retrouvent dans de très grands clubs, alors que ce n'est pas le cas avec le Togo? Non, ça aussi, c'est une culture. C'est une culture. Et vous savez, pour être dans un grand club, vous allez me demander certains joueurs dont on n'a pas assez de nouvelles, de compétences, se retrouvent dans de grands clubs. C'est un problème de lobbying. Il faut faire partie d'un réseau. Et pour qu'un joueur quitte, par exemple, Lomé, pour aller ailleurs, il faut d'abord la quintessence de son championnat. Vous voyez à peu près. Ici, on joue sur quelle pelouse? C'est entre-temps que la fédération a décidé qu'on ne jouera plus sur des terreaux, des goudrons, chaudrons plutôt, rouges et autres là. Où quand les joueurs contrôlent, il n'y a que la poussière. Il est difficile au gardien de regarder, d'observer, de voir le ballon de loin parce qu'il y a un amas de poussière qui vient. On joue sur des pelouses gazonnées. En principe, c'est ça le départ même. Maintenant, si un joueur ne joue pas dans une structure, comment on appelle, des normes, dans les normes, il est difficile de vendre son image. Quand vous faites le film de ce joueur-là, vous filmez ce joueur-là, vous l'amenez ailleurs, voilà que la poussière qui va, ça ne permet pas de pratiquer un bon football. Déjà, ce joueur-là est out. On ne peut pas. Donc, chez nous, d'abord, en amont, on ne prépare pas les joueurs à aller loin. Ailleurs, on fait partie des réseaux. Et ces réseaux-là, partant donc de l'amont, amènent ces joueurs petit à petit à aller loin. Maintenant, chez nous, pratiquement, le niveau du championnat n'est pas élevé. Vous allez voir même nos clubs, quand ils se qualifient pour les compétitions africaines, après, à part à Gaza, plutôt Étoile Filante, en 1969, à Champions League, en ce moment on l'appelle Coupe des Champions, a été en finale, battu par le TP Mazembe, à l'époque l'Angleterre, TP Angleterre, on l'appelle à l'époque. Et puis à Gaza, en 84, qui a joué la finale de la Coupe d'Afrique des clubs, des vainqueurs de coupe face à Arabe contre les deux équipes ont perdu. On a retrouvé à Gaza en 94, Semassi un peu plus, et on n'a pas vraiment d'identité sur le continent. Vous voyez à peu près. Donc, notre football n'est pas compétitif. Et donc, il y a un travail de fond à faire dès la base. Dès la base. C'est pourquoi je parlais de manque de formation. Pour qu'on ait une bonne classe des enfants qui réussissent, il faut un bon encadreur. Alors, ça c'était juste une parenthèse. Revenons maintenant sur le bilan de Paulo Duarte. En quoi est-ce qu'il a pu faire évoluer les choses au niveau du football? Il n'a pas pu. Et il n'a pas pu. Il a fait les choses. Enfin, son résultat est mitigé. Est-ce que c'est la faute à lui? Bon, il a construit, il a reconstruit, il continue par construire en amenant des joueurs pour pouvoir étoffer les éléments. Maintenant, est-ce que c'est seulement les facteurs sportifs qui ne lui ont pas permis de réussir sa mission? La question reste là aussi. Vous voyez à peu près. Donc, la dernière fois, la fédération a fait le bilan et il dit que le nombre de victoires enregistrées, les défaites en matchs internationaux amicaux sont satisfaisants, mais pas suffisants. Oui, selon la FTF, donc Paulo Duarte a enregistré en match officiel 5 défaites, 7 matchs nuls et 4 victoires. Voilà. Et ils disent que ce n'est pas suffisant, satisfaisant, mais pas suffisant. Bon, maintenant, ils sont entre eux. C'est entre eux qu'ils discutent des tenants et des aboutissants, de comment le travail va se faire. Ce sont eux qui nomment les staffs, ce sont eux qui les défendent. Donc, moi, je me dis tout simplement que le bilan est à partager. C'est ceux qui ont amené Duarte partagent avec le bilan de son... Bon, c'est un échec parce que, vous savez, on peut faire 50 matchs avec 49 victoires. Si ça n'amène rien, c'est un échec. Oui, à peu près. On se qualifie pour les compétitions internationales. La Coupe du Monde 2022, on n'a pas été. La Coupe du Monde 2026 arrive là où on est dans l'imbroglio total.
au CAN, les CAN 19, 21, 23, on n'y était pas. Le porte-c'est de Claude Leroy à Paulo Duarte. Paulo Duarte a fait ce qu'il peut, mais à la dernière minute, il a jeté l'éponge. Alors, il a jeté l'éponge justement le 20 juin dernier. Alors, et le problème du football togolais, est-ce un problème d'entraîneur? Paulo Duarte est parti. Aujourd'hui, nous avons Nibombe Dari qui reprend les rênes de la sélection nationale. C'est une question pertinente, vraiment pertinente. D'autant plus que moi je dis, à l'état des choses, si on ne réfléchit pas, on ne met pas sur la table les problèmes réels qui minent notre football, le sport en général et notre football en particulier, on peut amener tous les grands entraîneurs, Mourinho, celui du Real aujourd'hui, tous ceux-là, on peut les amener, Guardiola, partout ailleurs, tous ces entraîneurs, ils sont bons parce que les structures dans lesquelles ils travaillent sont bonnes. Vous voyez à peu près. Donc, pour moi, ce n'est pas une question d'entraîneur. Parce que d'autres sont passés, on a vu le travail qu'ils ont fait, mais c'est l'aboutissement. La finalité, ça pose problème. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un bon entraîneur. On peut amener un entraîneur médiocre, faible, mais si on met à sa charge, à sa disposition, les éléments cohérents qui peuvent lui permettre de travailler, je pense qu'il peut réussir là où on se dit que les gens échouent. Donc pour moi aujourd'hui, c'est un problème de structuration. Un problème qui va au-delà des entraîneurs. Et vous allez même voir que même entre-temps, et ça continue, la question d'actualité, certains qui se sont, entre griffes, il faut utiliser le terme simple, fâchés contre le football togolais. Et vous allez voir les guéguerres qui s'annoncent un peu partout, où certains disent qu'ils ont de l'argent à prendre auprès de l'équipe nationale. Certains disent qu'il y a si nous avons fait ceci, ça a réussi, aujourd'hui on ne nous reconnaît pas. Et tout un mix. On a envoûté le football togolais. Donc toutes ces questions-là. Des phénomènes paranormaux qui s'invitent. Voilà, dans le truc là. Maintenant, faut-il les laisser à cette étape? Puisqu'on continue, et ça ne réussit pas. Vous voyez à peu près. Pour moi, le problème va au-delà de la qualité des entraîneurs qu'on recrute. Alors, sur le site de la Fédération togolaise de football, on peut lire, je cite, « Le nouveau sélectionneur hérite d'une équipe en quête de stabilité et de performance ». Qu'est-ce que cela voudrait dire? Je crois que les dirigeants sportifs même sont conscients du fait. Vous voyez à peu près. Je vous l'ai dit tout à l'heure, après la CAN 2017, où on s'est qualifié par inadvertance. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on n'était pas sûr qu'on devait y aller. Et puis subitement, on a battu le Djibouti et on s'est qualifié parce que, entre-temps, le Mali n'a pas pu faire son boulot. Les Maliens ont été battus dans notre groupe. Ce qui a fait que, subitement, le Togo était à la CAN. Bon, mais après, qu'est-ce qui s'en est suivi? Rien. Ça s'est complètement saucissonné. Tout est parti. Les problèmes d'Adeba ici, les problèmes de ci, là, les problèmes de là. Et puis, finalement, on est arrivé à un point où tout est coincé. On ne peut plus. C'est dans un embouteillage, vous voyez, à peu près dans un carambolage excessif qui ne permet pas de s'en sortir. Donc, mais si la fédération même est consciente du fait, il faut d'abord un déminage de susceptibilité autour de l'équipe. Si on ne le fait pas, il y a des histoires d'incohérence entre les anciens joueurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, est-ce que en faisant toutes ces choses-là, quand quelqu'un dit il me faut 25 millions, quelqu'un dit il me faut, c'est moi-même ici, je fais partie de ceux qui réclament parce que en 2005, 2004, 2005, on a travaillé pour l'équipe nationale. Mais quand il est arrivé
de bénéficier des fruits. Les gens sont partis en Coupe du Monde. Il faut voir des conditions dans lesquelles on avait travaillé. On remercie par là le colonel Roch Gnassingbé, qui était à l'époque président de la fédération, qui se souciait, c'était le seul qui se souciait de nous, les journalistes, qui faisaient le travail. Et par intermittence, il faisait ce qu'il pouvait. Mais après, tous ceux qui ont pris les rênes de la qualification, ils ont oublié les autres. Donc, tous ces rancœurs-là sont là. Moi, je ne suis pas contre l'équipe nationale. C'est mon job, je travaille. Mais je dis, il y a des gens qui sont là-dedans. Vous voyez à peu près. Donc, si on ne règle pas ces problèmes-là de mythes autour de l'équipe nationale, les choses paranormales font partie. Nous sommes en Afrique. Il faut qu'on oublie qu'à l'ouverture des matchs, on dit les joueurs prient Dieu. Dieu, oui, il est là. Dieu, il est là pour tout le monde. C'est Dieu qui a créé aussi comment on appelle, les forces que nous utilisons en Afrique. Le problème est beaucoup plus sérieux qu'on ne l'imagine. Voilà. Alors nous allons marquer une courte pause et juste après nous serons suspendus aux lèvres de nos auditeurs via le 91 01 71 71 ou le 96 61 58 58. À tout de suite. Nibombé Daré, le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo, a-t-il l'étoffe nécessaire pour la qualification du Togo à la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026 de football? C'est notre interrogation ce matin et nous tentons d'y apporter des éléments de réponse avec Prosper Agbokoulou, il est analyste et journaliste sportif. Et maintenant, vous aussi qui nous écoutez, l'antenne est à vous, le 91 09 71 71 et le 96 61 58 58 sont à votre disposition pour animer le débat avec nous. Pour le moment, on n'a pas encore d'auditeurs en ligne. On prend le tout premier qui se signale. Nana Febalo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Pélé, bienvenue dans le débat. Bonjour. Ok, félicitations pour le détail. Merci. Mais sauf que le terme était quelle étoffe pour l'entraîneur. Je pense que notre invité a presque tout dit. Ce n'est pas question d'entraîneur Togo. Oui. Le problème, c'est au sommet. C'est-à-dire, le football, c'est le seul secteur aujourd'hui qui reste pour le coach togolais. Mais je ne sais pas comment ça aussi on ne peut pas gérer ça. Si nous prenions dans les années 70 dont parle M. Prosper, prenons en 1970 quand le Togo a été à Cannes, à 8 heures, à Yaoundé. À 72. On n'a pas trouvé Goulay. En 84, Goulay est arrivé encore. À Abidjan, quand elle est retournée, il y a un problème. En 98, on a cherché un entraîneur qui n'est pas même pas le français et l'anglais. Au retour, il est parti, etc., jusqu'en 2015, je vais dire. Quand on est arrivé avec l'entraîneur, le français qui est parti sur le récemment, Le roi. On l'a amené pour l'imposer au Togolais, pour dire qu'il reste là-bas et tu fais tout ce que tu veux. Tout à l'heure, ce qu'on on parle pour le football, le Togo est un pays de football. Il y a des footballeurs. Mais il n'y a pas le système de football. Le système est tenu, bloqué depuis le sommet. C'est-à-dire ça revient au président de la République de taper sur la table, de dire que ce secteur-là aussi, moi, si nous voyons le pays qui dont le budget est de 43 milliards et qu'au Togo le budget de 5 milliards, qu'est-ce que les gens vont faire avec ça? Aujourd'hui, le football, c'est une entreprise. C'est une grande entreprise que nous ne pouvons pas aimer ou pas. C'est-à-dire les gens mangent à la sueur de leur front. C'est le seul secteur, c'est le seul la seule discipline qu'on dit que ça là, on ne vole pas dedans. Il n'y a pas de pillage. C'est le travail. Seul le travail. Mais avec ça aussi, que les jeunes ne peuvent pas nous dire que, mais c'est-à-dire, non mais c'est dommage pour au moins, je vais dire qu'il faut toucher directement le chef de l'État, M. Fonya, de faire au moins ce geste-là. Je vais terminer pour dire, il faut faire hommage, je le dis toujours, donner 2 rues, le nom de 2 rues, pour Gueulin et Stéphane Kéchi. Merci. Merci Pélé d'être intervenu
dans ce débat. Nous avons le prochain auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Monsieur Razak. Razak. De Kégué. Razak de Kégué. Bienvenue dans le débat. Ok, merci beaucoup à monsieur Prosper. Comme vous le dites, le nouveau sélectionneur à Daré, on le connaît. Il peut faire son travail comme les autres entraîneurs qui étaient passés. Monsieur Prosper avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que moi aussi j'ai d'ailleurs pensé depuis un bon moment. Il n'y a que beaucoup de Togolais, en fait, je dirais, ne comprennent rien. Si vraiment on veut retourner en temps normal du football du Togo, en temps 2006, quand il était parti au mondial, je pense que c'était au temps de Rock. Donc, franchement, il y a des choses qu'on ne va pas dire sur l'antenne. Le football togolais, son problème, ou bien notre maladie, ce n'est pas les entraîneurs. Ce ne sont pas les entraîneurs. Et vous avez des propositions concrètes pour faire bouger les choses? Il y a un bien fondé. Laissons l'histoire de 25 millions de ce monsieur, non. Mais il y a des choses spirituelles qui ont été faites par le passé, par le titre national togolais. C'est comme chez nous à Névé, on dit, au temps d'Europe ou bien au temps de ses responsables, avant qu'ils ne passent dans le mondial, ils sont partis à des endroits, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Pour vraiment demander, solliciter aux ancêtres de les aider. Quand c'est bien, on viendra vraiment récompenser. Mais tant qu'ils ne sont pas partis récompenser ces ancêtres, nous sommes en Afrique. Et l'Afrique c'est-à-dire ce que nous avons en Afrique toujours, et ça a toujours sa valeur. Peu importe à ceux-là qui le réduisent. Donc c'est ces effets négatifs qui reflètent sur notre équipe éternière. C'est pourquoi depuis le temps de Rock, les choses ne marchent plus. Donc sincèrement, la maladie de l'équipe nationale du Togo, ce n'est pas les coachs. Je vous en prie, retournez voir M. Rock et concertez-vous avec lui. Vous trouverez la solution, comme M. Prosper l'a dit. Merci. Merci Razak de Kégué. Est-ce que nous avons un autre? Nous le prenons. On a la FM, allô. Bonjour. Bonjour, Gado. Oui, c'est ça. Bonjour à notre invité. Merci. Oui, mais pourquoi pas les états généraux de notre sport? C'est un truc bien commun. De toute façon, je vous donne une astuce. Si vous ne voulez pas faire les états généraux, déjà on a un militaire à la tête du ministre des Sports et puis fédération d'un militaire. Donc vous cherchez un entraîneur militaire. Pourquoi pas notre président fort à la barre? Merci, bonne journée. Merci Gado. 91 09 91 09 71 71 96 61 58 58 pour intervenir dans ce débat. Nous avons le prochain auditeur, nous le prenons. Nana FM, allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Max Dadi de Gobé. Bonjour. Bienvenue. Mon frère invité. Oui, merci. Je voudrais lui poser une question et faire une suggestion. Oui. Quel est le niveau minimum pour devenir un entraîneur d'une équipe nationale? Maintenant, moi je vois le problème sur ce plan. On doit commencer par mieux financer les équipes locales, voire les professionnaliser. Parce que quel que ce que sont nos équipes locales, elles ne peuvent pas produire grand-chose. Votre invité l'a souligné tout à l'heure. Et la solution viendra de l'État, parce que les impôts se trouvent au niveau de l'État. Il faudrait que l'État encourage les industries et les sociétés installées au Togo par la diminution, par exemple, des taxes, voire les sponsoriser, pour que ces entités puissent avoir en leur sein des joueurs et salariés donc, qui seront motivés. Quand je prends un exemple en France, l'équipe de Saint-Étienne, c'est l'équipe d'une industrie, à part Monaco, qui était sous la panade du roi. Saint-Étienne, c'est une équipe d'une entité industrielle. Donc il faudrait que l'État finance mieux, comme l'a dit M. Pelé, qu'on mette plus d'argent, beaucoup plus d'argent, et non mettre des subsides, des per diem pour
le sport et surtout le football. Et il faudra en plus de tout ça, que les sociétés d'État soient mises à contribution pour prendre en charge. Non, je ne dis pas, je ne dis pas les sociétés d'État. Toutes les sociétés, y compris installées. Les Parce privés. que moi je me rappelle que dans les années 70, il y avait une équipe qu'on appelait Racine Club. Elle était financée par un Libanais qu'on appelait Gaza. C'est ça. Et tous les joueurs, en ce moment, dans les années 70, une fois que vous êtes joueur dans cette équipe, et c'était un privilège, vous avez un vélo. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM. Allô, bonjour. Nana FM, bonjour. Bienvenue dans le débat. Oseni, le messager de l'homme. Oseni, bienvenue dans le débat. Merci, bonjour à l'invité. Bonjour. Ce que moi j'ai à dire, je souhaite d'abord bonne chance à Nibombé Daré, santé et longue vie. Je demande aussi la réconciliation entre Roque Nyasingbe, Tata Ampessi et les autres, quoi. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Oseni, d'être intervenu dans ce débat. Je pense qu'on va prendre le dernier auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue dans le débat. C'est monsieur Armand. Armand, bienvenue. Il faut dire que le football, comme l'ont dit les précédents intervenants, le football est fédérateur. Et aujourd'hui, nous voyons très bien la Coupe d'Europe qui vient de passer. Nous avons vu aujourd'hui que l'Espagne plane un peu sur l'Europe et c'est toute une fierté pour les Espagnols. Donc, il va falloir que aussi bien les autorités, les plus hautes autorités et les membres de la fédération, c'est-à-dire les membres influents des clubs et autres, puissent se réunir et trouver vraiment, comment on dit ça, mettre en place un projet à court ou long terme pour bien définir les choses. Parce que vraiment, quand on suit un peu le football togolais, bon, je ne dirais pas les gens ont des crises cardiaques, mais les gens sont... C'est incroyable, quoi. Ah, vous parlez de... Armand, vous parlez de quel type de projet, par exemple, à mettre en place? Oui. Regardez un peu, quand vous prenez un peu des équipes comme même la France, jusqu'à un certain moment, la France avait le palmarès était quasiment bien. Mais comment la France a fait pour commencer par glaner des trophées? C'est dans le même sens. Aujourd'hui, le Bénin à côté de nous est en train de nous dépasser. C'est incroyable. Comment les Béninois, nous savons que bientôt les Togolais, les talents sont pleins. Donc il va falloir un temps soit peu que les gens aident un peu leur époux. C'est vrai, entre-temps, beaucoup de choses s'est passé. Mais est-ce qu'on ne peut pas laisser nous couler pour retrouver notre faveur, c'est-à-dire notre faveur d'antan? C'est possible. Merci. Merci Armand, bonne journée à vous et merci d'être intervenu dans ce débat. Alors Prosper, nous allons répondre aux préoccupations de nos auditeurs en commençant par Armand qui souhaiterait que tous les acteurs se mettent ensemble pour mettre en place un projet clair. Oui, je crois que les idées sont riches dans ce sens où si c'était vous et moi qui devraient agir, peut-être qu'en quittant ce studio, le problème est réglé. Il faut comprendre que le sport et surtout le football a un enjeu financier. Il y a de gros sous qui sortent. Et vous savez, la professionnalisation, c'est une politique qui amène le sportif à s'épanouir. Pas les dirigeants. Mais dans le football amateur, c'est les dirigeants qui gagnent plus. Parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est les acteurs qui produisent le jeu. Les dirigeants, la plupart du temps, s'en mettent plein les poches. Oui, à peu près. Maintenant, qui doit réguler tout ça? C'est l'État. Si l'État doit
s'approprier ce devoir-là, de donner la possibilité aux acteurs de pouvoir vivre de leur art, c'est la meilleure des choses. Donc maintenant, on peut rassembler tous ces gens-là. Ces messieurs que je respecte beaucoup. Tata Ablissi. De l'État, vous faites allusion à qui à l'État. Mais le chef de l'État a délégué le pouvoir au ministère des Sports. Oui, à peu près. Parce que c'est une question d'intérêt général. Mais au même moment, il y a une clause de non-ingérence des politiques. Non, vous savez, ça c'est bastard. Hein. Quand, en 2010, quand on est revenu de la Coupe du Monde, il y a eu au niveau donc de la France des problèmes avec l'équipe nationale. L'État tapait du poing sur la France. Vous savez, c'est la colonisation qui a amené tout ça. Parce qu'on pense que c'est en Afrique qu'on agit. Ailleurs en Europe, il y a les États qui prennent des décisions auxquelles la FIFA prenne tout simplement note. Et là, je crois quand même qu'il faut qu'on dépasse. C'est l'État qui doit organiser dans son pays. C'est l'État qui fournit le passeport aux joueurs. Ce n'est pas la FIFA ni la CAF. Alors il faut taper du poing sur la table pour faire revenir voilà. Oui, souvent, c'est nous-mêmes qui donnons le bâton avec lequel on doit nous frapper. On se dit, ah, quand vous mettez dedans, la FIFA va taper, la CAF va taper. C'est faux. Laissons ces problèmes-là. Revenons chez nous, prenons les problèmes un à un et résolvons-les. Il faut mettre ensemble tous ces acteurs, mais il faut qu'ils aient un intérêt dedans. Il y a l'intérêt qui se dégage. Ils ne vont pas s'asseoir, parler, et puis et d'autres vont rester pour manger. Non, non, non. Il faut les rassembler autour, que chacun puisse tirer son épingle du jeu, tirer les marrons du feu, comme on le dit. Donc, alors, Oseni qui propose une piste, il faudrait qu'on réconcilie tous les anciens entraîneurs qui sont passés à la tête de... Les fédérations, des présidents dont il parle. Oui, c'est ce que je dis. Oui, aujourd'hui, bon, ceux qui sont là, est-ce qu'ils font... comme on appelle, clin d'œil à ceux qui étaient passés? Non, c'est-à-dire que dans la continuité, chacun vient, il fait son boulot, il s'en va, et après, il n'est plus, comme on appelle, une source d'information pour les autres. Vous voyez à peu près, chacun vient, il repart. Chacun vient, il repart. Ils sont des adultes. Si ceux qui sont là aujourd'hui pensent que certains les ont déjà précédés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on peut mettre ensemble nos énergies pour pouvoir aller de l'avant? Il peut le faire. Il n'appartient pas au chef de l'État aujourd'hui ou bien au ministre des Sports d'appeler tous ceux là. Lui, il a aussi d'autres obligations. Donc, à eux de trouver le modus vivendi qui peut leur permettre à faire évoluer le tout. C'est pourquoi je dis, si on professionnalise tout, il y a une institution qui va gérer de manière professionnelle et on quittera le dilettantisme. Alors, Max voudrait savoir le niveau minimum requis pour devenir entraîneur d'une équipe nationale. Bon, vous savez, on est en Afrique, tout vient de l'Europe. Chez les Lecodem, on nous dit bon, il faut avoir un FIFA Pro. C'est l'un des diplômes les plus élevés avec lequel quelqu'un peut circuler librement pour aller chercher. Maintenant, le diplôme, c'est une chose, la compétence en est une autre. On a vu des gueulères qui sont passés, qui n'avaient pas ce niveau, mais ils ont fait le travail qu'il faut. C'est pourquoi moi je parle, c'est la philosophie, la connaissance de l'entraîneur, la maîtrise de la psychologie et même voir l'anthropologie. Vous voyez, par exemple, quand on prend le Togo, quel type de joueurs nous avons? C'est ça. L'entraîneur a, comme on appelle, un diplôme élevé. FIFA Pro comme pour Daré aujourd'hui. Il a les droités qui sont passés. Tout ce monde-là possède cette qualité, enfin, ce titre-là. Mais est-ce que autant ils sont arrivés à résoudre le problème? Non, c'est ça. Et il y a une étude scientifique que l'entraîneur doit, c'est-à-dire il doit posséder la science même de l'organisation sociale d'un pays avant de pouvoir sélectionner les joueurs. Quand vous prenez les joueurs qui viennent du Nord, ils sont physiquement plus forts. Ceux qui sont au niveau de la mer sont techniquement plus forts. Maintenant, comment il faut faire? Regardez l'Espagne. Ils sont de petite taille, donc ils jouent un football de proximité. Pas de longue balle pour les joueurs. Ils jouent très proche. Donc, ils réussissent.
Donc il faut quelqu'un qui ait cette capacité de créer cette philosophie. D'où la mise en place d'une direction technique nationale. Pas d'un directeur technique national, d'une direction. C'est toute une structure qui est sur l'ensemble du territoire, prise en charge par l'État, qui paye ces structures-là. Vous voyez à peu près, c'est un budget. Donc, c'est pourquoi il a parlé du manque de financement. C'est-à-dire qu'on doit se l'approprier. Oui. Alors, aujourd'hui, Nibombe Daré, le nouvel entraîneur des éperviers du Togo, il a été choisi parmi d'autres candidats togolais. Alors, pourquoi la FDF, cette fois-ci, a privilégié des candidatures locales? Oui, nous tous, nous avions crié haut et fort. Quand on va chez le voisin, et quand ça ne marche pas, il faut s'essayer aussi à la maison. Donc, je crois que cette fois-ci, la fédération a été à l'écoute. Les autorités, pas seulement la fédération, parce que l'engagement d'un entraîneur part de la fédération et aboutit au ministère des Sports, à l'économie, des finances et de la fonction publique. Vous voyez à peu près, c'est toutes ces chaînes-là qui enrôlent l'entraîneur. Donc, je pense que entre toutes ces entités, ils se sont entendus pour dire, prenons un entraîneur national. Et quand celui-ci, on aurait appris qu'il aurait proposé lui aussi d'amener quelques préparateurs physiques de l'extérieur, il semblerait qu'on a refusé, qu'il faut composer avec rien que les nationaux, Abalo Doucet, qu'on appelle Agassa Kossi, et Kader qui est déjà là, avec d'autres, pour pouvoir faire une ossature complète à l'effigie du Togo. Donc, je crois quand même que c'est la possibilité dans laquelle on se trouve. En attendant, la fédération n'a donné que le nom de l'entraîneur, la composition du staff technique et tout ce qui entoure cela, on l'aura après. Alors, en 30 secondes, est-ce que Daré a l'étoffe nécessaire pour qualifier le Togo pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026? Bon, lui, oui, la personne, des problèmes oui, la personne elle-même, j'ai confiance en lui. Maintenant, sur le terrain, c'est autre chose. Je crois que on ne peut que l'encourager. Est-ce qu'il a déjà eu l'expérience de... Bon, il était à Charleroi, il a conduit les jeunes de 17 ans, de la Fuerte qui a gagné l'Euro la dernière fois, n'avait conduit que des équipes de jeunes avant d'être projeté à la tête de l'équipe nationale. Et il est allé là où on peut. Donc, c'est pourquoi je dis ces considérations-là, pour moi, ne sont pas forcément des handicaps par rapport à ce qu'on attend, mais c'est la connaissance du terrain de la personne. Merci à vous, Prosper Gouklou, vous êtes analyste et journaliste sportif. Merci d'être venu analyser avec nous les chances de qualification du Togo pour la CAN 2025 et le Mondial 2026. Le débat de Nana FM se referme. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Georgette Clousset pour la complicité technique. Au micro, je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio.